Notre invité ce matin, Louis Alliot, vice-président du Front National, co-directeur de la campagne de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat de profession, hein, oui. Louis Alliot. Alors, on vous connaît peu, c'est la première fois que vous venez ici entre 8h35 et 9h. Merci d'être avec nous. Louis Alliot, le triple A, ce serait catastrophique, une perte du triple A ou pas? Pour quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, qui a basé toute sa stratégie sur le maintien du triple A, on peut dire que c'est une défaite majeure. Et mais je oui, pense qu'il faudrait en tirer... C'est pas ce qu'il nous disait lundi. Nicolas Sarkozy nous disait le triple A, on s'en remettra. Et je ferai en sorte qu'on s'en remette. Sauf que depuis 6 mois, il nous dit que tout ce qui est fait et toutes les mesures qu'il prend sont destinées à maintenir ce triple A. Aujourd'hui, il tente de faire croire que ce n'est pas grave. Mais évidemment, l'état de l'économie française est gravissime. Et il en est le responsable premier, puisqu'il est aux commandes de l'État France depuis maintenant 5 ans. Vous, quelle est votre opinion? Ce serait grave ou pas? Bien sûr, puisque à partir du moment où vous perdez le triple A et que vous êtes un pays endetté qui cumule les déficits publics, vous êtes obligé d'emprunter de l'argent, et cet argent, vous allez l'emprunter à des taux beaucoup plus élevés qui vont à nouveau creuser une dette énorme. Donc nous sommes, ce qu'avait dit d'ailleurs M. Fillon, en quasi-faillite. Nous sommes en quasi-faillite, donc si vous arrivez au pouvoir, vous êtes obligé de redresser les comptes, Louis Alliot. Moi je suis plein de bon sens. De vous occuper des comptes et de revenir à des choses... De redresser les comptes. Et comment faites-vous pour redresser les comptes? Vous n'avez pas d'autre choix d'abord que de constater que l'euro va s'effondrer de lui-même. Donc il faut anticiper, comme l'a dit Marine Le Pen, la sortie de l'euro, redonner à la Banque de France ses prérogatives, c'est-à-dire revenir sur la loi de 1973. Donc elle est élue, immédiatement, elle sort de l'euro. Non, pas immédiatement, c'est là oui, mais vous comprenez, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Alors précisez. Rien, nous sommes un État au milieu d'autres États européens. Et nous sommes liés à d'autres États européens. Nous n'avons jamais dit le contraire. Il faut donc repenser l'Europe, rebâtir l'Europe. Je pense que des pays européens sont prêts à le faire. Et la première chose que ferait Marine Le Pen, c'est de demander un sommet européen pour parler de la reconstruction de l'Europe, basée cette fois-ci sur l'Europe des patries, sur la confédération d'États. Et elle demanderait la sortie de l'euro ? Sur l'idée, du général de Gaulle, plutôt que sur l'idée fédéraliste de Jean Monnet. Oui, ce qui veut dire qu'elle demanderait la sortie de l'euro. Elle demanderait le retour aux monnaies nationales, et on peut discuter de l'établissement d'une monnaie commune pour les échanges internationaux. Est-ce qu'elle consulterait les Français d'une manière ou d'une autre pour ces changements majeurs? Je pense qu'aujourd'hui... Vous reprochez aux responsables politiques de ne jamais consulter les Français. Dans l'état actuel de la société française, toute réforme d'envergure désormais ne peut se faire qu'avec l'aval du peuple. Parce que les politiciens... Par référendum, non? Par référendum. Parce que les politiciens ont trop menti depuis 30 ans, et je pense que le peuple veut exprimer ses choix. Je rappelle quand même, ce qui est une forfaiture en droit, que le peuple s'est prononcé contre la Constitution européenne en 2005 à une large majorité, et que dans son dos, les parlementaires UMP et PS ont rétabli le traité scélérat de la Constitution européenne. Dites-moi, ça coûterait une fortune au budget de la France, non? Et dites-moi, combien que ça coûte aujourd'hui, le maintien de l'euro? Très certainement. Vous avez chiffré le coût de cette sortie de l'euro? Nos économistes ont chiffré et parlent à peu près de 250 milliards. Ça coûterait 250 milliards. Oui, mais le maintien de l'euro, ça en coûterait 450. Ce sont vos économistes qui ont chiffré aussi. Oui, mais vous comprenez, on ne les entend jamais. Oui. Et d'ailleurs, vous êtes leur porte-parole. Oui, pas tout à fait. Vous savez, moi je suis un juriste, je suis pas un économiste, mais ça mériterait d'ailleurs que soient organisés des débats avec les économistes de tous les partis politiques, et vous verriez qu'au Front National, professeur Sulzer, professeur Lemaire et d'autres viendraient exprimer leurs pensées sur le sujet. Tiens, au passage, quand est-ce que le Front National va nous présenter le coût de son programme? Le 12 janvier. Le 12 janvier? Voilà. 12 janvier. Marine Le Pen fera une conférence de presse. Conférence de presse avec le programme de la candidate et le coût du programme. Et le coût du programme. Et le coût du programme. Bien. Louis Alliot, vous revenez d'Israël. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Israël? Mais je suis allé voir des compatriotes qui vivent en Israël et qui représentent en quelque sorte la communauté française en Israël, et qui voulaient un peu mieux me connaître, le Front National et les positions du Front National sur divers sujets qui vont de l'économie au printemps arabe, aux révolutions arabes. Ils sont inquiets? Très inquiets. Vous aussi? Oui, bien sûr. Ces révolutions arabes vous font peur?
Elles me font peur, oui et non, parce qu'il y a des processus démocratiques, donc il faut regarder ça quand même avec prudence. Mais quand vous voyez le résultat des urnes, c'est-à-dire la victoire des islamistes, on peut quand même se poser la question. Moi, ce qui me rassure pas dans cette affaire, c'est pas tant qu'en Égypte, en Tunisie, on vote pour des islamistes. Après tout, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est que les franco-tunisiens, par exemple, qui vivent en France, soit allés voter pratiquement à 46% pour des partis islamistes. Là, effectivement, pourquoi je m'interroge. Un islamiste est suspect, nécessairement suspect. Bah, si c'est un islamiste. Il n'y a pas d'islamiste modéré, a dit exactement, Jeannette Bougrab. Vous êtes d'accord avec elle? Il n'y a pas d'islamiste modéré? Je pense que on devrait quand même à un moment donné poser la question de la compatibilité de l'islam avec la République et la Constitution et les règles, voilà. À ce jour, je n'ai pas entendu, moi, de théoriciennes de l'islam remettre en cause une partie de leurs préceptes, alors que ces préceptes sur la condition de la femme, sur la place des autres religions, sur la démocratie elle-même, ne sont pas compatibles avec les valeurs. Est-ce que ce sont des avancées, ce qui s'est passé dans ces pays arabes, à vos yeux? L'avenir le dira. L'avenir le dira. Voilà. Bon. Et en Syrie, vous faites quoi? Syrie, vous soutenez toujours M. Assad ou vous laissez le peuple s'exprimer? On ne soutient pas M. Assad. Nous sommes dans une région où il y a des pays arabes, il y a une ligue arabe. Oui. La première chose à faire, c'est toujours la diplomatie. Et c'est à la Ligue arabe à régler son problème régional avec la Syrie. C'est peut-être le peuple musulman qui pourrait prendre le pouvoir en Syrie aussi. Et peut-être, je n'en sais rien, mais pour l'instant... Non, mais parce que j'ai la sensation que vous préféreriez les anciens régimes et les anciennes dictatures. Non, mais il ne faut pas. Bon. Monsieur Ben Ali n'était pas l'ami de Jean-Marie Le Pen. Bon. C'était l'ami de l'UMP, des caciques du PS, où beaucoup ont des maisons d'ailleurs à Tunis, et où ils étaient reçus par le pouvoir. Mais Jean-Marie Le Pen, vous savez, jamais n'a été reçu par Monsieur Ben Ali, par Monsieur Bouteflika. Mais vous encouragez la rue syrienne à manifester? On doit encourager tout ce qui va vers la démocratie, mais il ne faut pas non plus tomber dans le travers de jouer la déstabilisation d'une région pour des buts qui sont aujourd'hui peut-être inavouables ou inavoués. Mais justement, on n'en sait rien. Que la rue syrienne a des buts inavouables. Pas la rue syrienne, mais il y a le jeu de certains pays étrangers. Le jeu de certains pays étrangers. Moi, par exemple, la position de la France très agressive aujourd'hui dans ces régions fait que je pense qu'on devrait peut-être être plus neutre. Par rapport par rapport d'ailleurs à la politique arabe. Avec le régime de M. Assad, plus neutre. Dans cette région concernant je vous parle de la Syrie, moi. Non mais la Syrie, il y a un état, on va dire, de guerre civile. En tout cas, nous est présenté comme tel. Il faut éviter, évidemment, les morts civiles. Mais je pense que la France n'a pas à intervenir dans les affaires d'un pays qui est un pays étranger. Vous demandez une intervention militaire? Non, pas du tout. Occidentale en Syrie? D'abord, on n'aurait pas les moyens de la mener. Vous savez, on a mené à grand-peine celle en Libye, on ne va pas s'engager dans celle de Syrie. Non. Vous comprenez que la Russie puisse opposer son veto ou la Chine à toute opération militaire Ce sont des alliés traditionnels de la Syrie. Mais vous savez, la déstabilisation du régime syrien, ce serait aussi peut-être la déstabilisation du Liban et de la Jordanie. Donc le régime syrien doit rester en place? Je vous pose directement la question. Non, je pense qu'aujourd'hui, le régime syrien doit muter. Il doit muter. Est-ce que M. Assad doit partir? Je sais pas, moi je suis pas syrien. Vous me posez des questions. Mais je vous pose des questions parce que vous êtes intéressé à la politique internationale. Oui, mais vous revenez d'Israël, vous revenez de la région. Mais je reviens pas de Syrie. Non, mais vous revenez d'Israël. D'accord, mais vous avez parlé de la Syrie en Israël. Jamais, à aucun moment. Non. Non, les Israéliens ne s'intéressent pas. Mais si j'ai bien compris, d'ailleurs, je crois que les Israéliens soutiennent plus ou moins la Syrie. Bon. Si j'ai bien compris. Parce que c'est un élément stabilisateur. Bon. Que vous ont dit? Donc ils sont inquiets, ces Français d'Israël. Ils sont inquiets de la poussée de quoi? Ils sont inquiets de la situation générale, voilà. Ils disent il y a trop de musulmans, il y a trop d'Arabes en France. Ils ont l'impression. Et les Arabes sont au pouvoir, presque. C'est pas aussi simple que ça. Mais parfois, dans la bouche de certains, de vos militants, c'est simple. Et pourquoi de nos militants? Mais de vos militants et d'autres. Ils vous l'ont dit? Et d'autres, bien sûr, je les ai entendus. Ah bon? Et où? Sur l'antenne d'RMC. Écoutez, l'autre jour, j'ai entendu, moi, des militants de l'UMP parler dans une autre radio, qui disaient des choses, mais absolument beaucoup plus importantes et graves. Que disaient ces militants de l'UMP? Ils disaient que c'est ça, il y a trop d'Arabes, avec des termes un peu crus. Voilà, il faut raison garder. Qu'est-ce que vous dites à un militant qui vous dit il y a trop d'Arabes? Vous lui dites quoi? Je lui dis de faire attention. Et de ne pas faire d'amalgame, voilà, parce qu'il y a des Arabes en France d'abord, et ça je tiens à le dire toujours, qui sont plus français que d'autres.
Par exemple, les Français, ce qu'on appelait les harkis, qui sont des Français qui ont combattu dans l'armée française et qui sont français par le sang versé et par le sang risqué, voilà, ceux-là sont des Français au même titre que tous les autres. Et donc il n'y a aucun souci. On peut être français de confession musulmane. Le problème se pose pas d'ailleurs avec les Français assimilés intégrés. Il y en a qui ne posent aucun problème. Le problème se pose avec des communautés aujourd'hui qui se créent dans l'arrogance et, si vous voulez, dans la culture de la mise en cause de la France permanente. C'est ceux qui sifflent la Marseillaise, qui sortent dans la rue avec des drapeaux algériens, tunisiens, marocains, et ceux qui, en quelque sorte, sont contre les institutions de la République, contre l'État français, sont dans un esprit de revanche. C'est ça, et contre cela qu'il faut lutter aujourd'hui. Bien, Louis Alliot, notre invité ce matin, il est 9h moins le quart, vous êtes sur BFM TV. Louis Alliot, où en êtes-vous de vos 500 signatures? Écoutez, pour Marine Le Pen? Les choses avancent à petits pas, difficilement. C'est-à-dire, là, vous êtes à combien aujourd'hui? 300, 400? Pas donner le nombre, mais il faudrait peut-être que les états-majors... Mais le problème, c'est que ce n'est pas un soutien au candidat. Oui. C'est permettre à un candidat de pouvoir l'être, en quelque sorte, à l'élection présidentielle. Vous avez reçu combien de promesses? Je ne sais rien, vous savez, c'est pas moi qui gère ça au fond de ça. Non, vous savez pas. Non. Bon, d'accord. Mais vous allez y arriver, non? Est-ce qu'elle sera candidate, Marine Le Pen? On fait tout pour y arriver. Et il serait quand même anormal qu'une candidate qui soit aujourd'hui 3e dans les sondages ne puisse pas l'être, à cause... Est-ce que ça ne vous sert pas d'argument? Mais non, mais venez voir. Vous verrez sur le terrain ce que vous disent les maires. Et que disent les maires? Mais le territoire est quadrillé aujourd'hui par les deux grands partis, le PS et l'UMP, d'une manière soviétique. Ils ont en plus fait des lois de décentralisation qui musellent les petits maires ruraux, qui sont tributaires d'autorités administratives supérieures, qui sont obligés d'avoir des subventions de l'étage supérieur, et qui se mettent une pression et qui sont prudents. Voilà, c'est la prudence aujourd'hui qui nous empêche d'avoir des signatures. Il faut un peu libérer les choses, libéraliser les choses et dire aux maires qu'ils sont quand même des hommes libres et que ce n'est pas à l'UMP ou au PS de dicter quand même la loi aux élus de la République. Alors tous les mois, nous publions un baromètre avec BFM TV, RMC et 20 minutes. C'est l'Institut CSA qui s'en occupe. Tous les mois, un sondage sur diverses questions. Et là, surprise, après la présidentielle, quelle serait la formule de gouvernement la plus efficace dans le contexte de crise? C'est la question que nous avons posée aux Français. Réponse, un gouvernement d'union nationale, gauche et droite, 55%. Ça vous surprend? C'est-à-dire d'union nationale, ça veut tout dire et rien dire. Parce que l'Union nationale aujourd'hui est liée, vous savez, à l'Assemblée entre le PS et l'UMP, mais ils se partagent le pouvoir depuis 30 ans, à toi, à moi, à toi, à moi, il n'y a aucune différence. La véritable Union nationale, ce serait le rétablissement de la proportionnelle pour qu'au Parlement, il y ait d'autres voix qui puissent s'exprimer et parler des problèmes de la nation. Et à ce moment-là, il y aurait, on pourrait dire, une Union nationale au sein de la République, mais là, c'est pas une union nationale, c'est le système UMPS. Mais je suis favorable à ce que veulent les Français, évidemment. Marine Le Pen, 16%. Oui. Ça vous va? 16%? Mais nous nous battons pour plus, évidemment. Vous battez pour plus. Mais c'est quand même à 6 mois de l'élection un socle très important, c'est sûr. Bien. Surtout dans le contexte actuel où M. Hollande semble avoir beaucoup de difficultés et M. Sarkozy va être marqué par ce qui va se passer à l'avenir. Bien, Louis Alliot, 3-4 questions. Un septennat unique, c'est l'une des propositions de Marine Le Pen. Non renouvelable, oui. Non renouvelable, on est d'accord. Est-ce que vous taxez les revenus du capital? Il faut, le programme. Je pense qu'aujourd'hui, il faut taxer les revenus du capital. Ça sera annoncé dans le programme? Bien sûr, oui. Bon. Augmentation du SMIC? Augmentation du SMIC, oui, c'est-à-dire... Parce que vous adressez beaucoup aux employés, aux ouvriers, donc ils veulent savoir. Mais ils veulent savoir, mais le problème c'est que vous faites une augmentation du SMIC de 1 ou 2%, ça veut rien dire. Bon, donc vous augmenterez le SMIC ou pas? Il faut augmenter les bas salaires, pour relancer la machine économique. Blocage des loyers? Alors là, sur les loyers, effectivement, il y a une grande réflexion, mais c'est vrai que sur le logement social, il y a des mesures de contrôle du niveau des loyers dans des territoires qui méritent aujourd'hui une attention particulière. Blocage des loyers, on peut aller jusqu'au blocage des loyers? On peut aller dans certains endroits au blocage des loyers. Vous y seriez favorable? Oui. Oui? Oui, bien sûr. Et Marine Le Pen va défendre cette idée? Écoutez, quand vous l'inviterez, elle vous en dira plus, puisque le programme sera présenté le 12 janvier. Est-ce que vous supprimez l'argent public versé aux associations comme SOS Racisme, comme écoutez, le but ou d'autres comme Terre d'Asile, France Terre d'Asile ou d'autres? Le but de toute association, c'est de vivre des subsides entre guillemets de ses associés, de ses adhérents. Donc vous supprimez
l'argent public versé à ces associations. Quand ces associations n'ont pas, j'allais dire, de raison d'être, sinon de s'occuper de problèmes politiques et pas de problèmes humanitaires ou sociaux. Vous pensez que ces associations comme SOS Racisme, France Terre d'Asile ou autres n'ont pas de raison d'être, ou la CIMAD? Écoutez, SOS Racisme a été créé par les trotskistes du Parti Socialiste, financé par le Parti Socialiste, avec d'ailleurs des corruptions au sein de SOS Racisme. Et s'il y a bien une association qui ne mériterait pas 1 euro d'argent public, ce serait bien SOS Racisme. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie? Je sais pas. Non, vous n'avez pas vu à Florence? Dites-moi. Cet homme militant d'extrême droite qui a tiré sur des marchands ambulants, uniquement parce qu'ils sont noirs. Uniquement parce qu'ils sont noirs. Oui, est-ce que... attendez, vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique? Mais bien sûr. Ah bon, mais pourquoi vous me parlez de ce soi-disant de ce militant d'extrême droite? On en a beaucoup parce que je ne sais pas... De toute façon, moi je ne suis pas d'extrême droite. Je ne sais pas de quel parti était militant celui qui a tiré en Belgique. Mais vous parlez de la Belgique, pourquoi? Parce qu'il était d'origine maghrébine? Pas du tout, parce que c'est un carnage. Oui, et parce qu'il était d'origine maghrébine? Non, c'est vous qui venez de le dire. Moi, je vous pose la question. Mais vous dites un militant d'extrême droite. Moi, je ne suis pas d'extrême droite. Pourquoi vous me posez la question à moi? Non, mais je vous dis, parce que certaines idées... Mais vous savez, des fous, il y en a partout. Oui. Le conseiller municipal, le Vert, qui a tiré dans le conseil municipal il y a quelques années... Bon, ben, il n'était pas d'extrême droite, celui-là. La folie fait partie aussi de la vie des hommes. Mais ce que je n'aime pas beaucoup, c'est que systématiquement... Amalgame. Exactement, voilà. Amalgame. Exactement, amalgame. Vous n'avez pas beaucoup de l'amalgame, c'est sûr. Mais est-ce que vos idées ne diffusent pas comme ça un relent d'extrémisme ou de je ne sais pas qui pourrait pousser certains esprits faibles à... Mais quelles idées? Mais c'est comme si vous disiez que les idées de gauche qui s'en prennent par exemple quelquefois, parce que c'est au patronat, seraient de l'incitation au meurtre des patrons. C'est exactement pareil. Nous sommes une démocratie, les choses doivent se passer dans le débat et le dialogue. Très bien, merci Louis Alliot d'être venu nous voir. Merci.